Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Voici ce qui nous attend comme sujet. Nous parlerons tout d'abord de ces tirs groupés, des tirs groupés contre les dirigeants maliens, centrafricains, éthiopiens et algériens, avec ces médias occidentaux qui s'adonnent à cœur joie. Et comme s'il se passe le mot à chaque fois, tous ces médias se déchaînent régulièrement sur ces pays où les dirigeants réclament leur souveraineté tout en dénonçant les manœuvres de l'Occident visant à les déstabiliser. On se souvient toujours de ces échanges inamicaux entre les autorités de la transition au Mali et le président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié de honte le fait que les autorités maliennes aient dénoncé devant la tribune des Nations Unies en septembre dernier l'abandon du Mali par la France alors que le pays est confronté à des menaces djihadistes. En RCA, la France n'a plus droit au chapitre, à part quelques yeux doux de certains collaborateurs du président Faustin Archange Touadéra à l'Occident. Le climat reste très tendu entre l'Élysée et Bangui. Dans le cadre de cette production, donc, nous essayerons de comprendre avec nos spécialistes de la géopolitique internationale la position des médias occidentaux qui semblent être les moyens de pression sur les dirigeants centrafricains, éthiopiens, maliens et algériens, pour ne citer que ceux-là. Nous parlons de ces médias, ces tirs groupés que nous observons en tout cas contre un certain nombre de pays à velléité indépendantiste. Comment vous appréciez tout cela? Alors, pour commencer, en fait, disons qu'en politique, il y a toujours le rapport de force. Je commence par saluer mon ami Luc Michel à Bruxelles pour lui dire la phrase fameuse qui reste quand même d'actualité, celle de Général de Gaulle: les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Hier, les intérêts entre tous ces pays étaient convergents avec une spécificité claire, nette et précise, une domination française et occidentale sur ce pays. Et aujourd'hui, ces intérêts sont en train de distendre parce que quelques chefs d'État africains sont en train de réfléchir pour remettre, donc, pour rebattre les cartes et pour revoir leurs propres intérêts qui aujourd'hui peuvent diverger de plus en plus par rapport à ceux de la France et de l'Occident. Et la France et l'Occident n'acceptent pas cette remise en cause. Pour faire une image d'enfant de parents, c'est le garçon qui arrive à 17 ans, qui demande à avoir des choses face à son papa, et son papa n'a pas l'habitude, ne veut pas le lâcher. J'utilise cette image à dessein exprès pour dire on est dans cette phase de remise en cause d'une domination qui était acceptable jusque-là et qui ne l'est plus. Donc, les médias étant dans tous les pays, y compris en Occident, le bras droit des pouvoirs en place, il tire à boulet rouge sur certains pays. Et vous remarquerez, j'en terminerai là, que ceux qui tirent contre le Mali ne sont pas les mêmes qui tirent contre l'Éthiopie. Mais par contre, vous avez par exemple un front de ceux qui tirent ensemble contre le Mali et contre l'Algérie. Alors, mais Tariq Mami, justement pour rester un tout petit peu avec vous, pourquoi l'Occident accepte mal cette remise en question? Parce que on passe de la phase de domination totale à la phase peut-être de la domination partielle pour probablement arriver à la phase de partage, voire de plus d'intérêt pour les pays africains. Donc on passe de je te domine à la phase on partage et on devient gagnant-gagnant. Et c'est normal que celui qui est le monopole, c'est humain, j'allais dire, et c'est d'empêcher les pays et les empires, c'est humain quand on a le monopole de la décision, de l'avoir contestée par quelqu'un d'autre qui vous dit non, cette décision n'est pas bonne. Donc, on la remet en cause, on la discute et surtout, j'ose vous proposer une contrepartie. Et si on n'est pas d'accord, je vais chercher quelqu'un d'autre avec lequel je vais mettre en place mon idée. Donc, c'est une phase de contestation d'un âge passé, mais il faut du temps pour que ce pays, dans leur tête à eux, il ne faut pas du temps pour les Africains, il faut du temps pour la France et les Occidentaux, pour qu'ils finissent par admettre qu'ils ne sont plus les maîtres du monde, ils ne sont plus les maîtres de l'Afrique, ils sont aujourd'hui des partenaires, et leurs partenaires africains ont le droit, et je répète, ont le droit de choisir leurs différents partenaires, y compris en lâchant sur certains dossiers ou sur certaines choses, donc la France et l'Occident, et on ne peut plus venir leur dire voilà comment il faut faire. Ça me rappelle un peu le fameux 11 accords que nous avons tous vu circuler sur WhatsApp, les accords entre la France et l'Afrique, qui obligent l'Afrique à faire 1, 2, 3, jusqu'à 11, et c'est lui qui est toujours à contre-temps aujourd'hui. Par exemple, le fameux France et AFA, un pays se reconnaît par 3 choses: la liberté de sa politique étrangère, la liberté de sa monnaie
la liberté de sa souveraineté. Et ces trois choses n'existaient pas à ce jour pour plusieurs pays d'Africains, sauf l'Algérie qui a essayé de la récupérer et qui les a récupérés depuis 62. Et aujourd'hui, j'allais dire, il manque à voir la relation tumultueuse et difficile et quelquefois conflictuelle avec l'Algérie pour comprendre que c'est le chemin normal. Et le chemin normal est de se battre et non pas d'accepter de se taire. Alors, Mourad El-Khattab, pour revenir à vous à présent, comment vous appréciez toute cette cabale médiatique contre des États africains qui veulent s'affranchir? Alors, d'abord, je vous remercie mille fois pour votre invitation et être invité d'invités aussi prestigieux me ravit. Le point commun de tout ça, et vous l'avez constaté, c'est qu'on s'en prend à l'ancienne zone d'influence française, comme l'a très bien rappelé notre ami Tarek Mami, et ça a toujours été la cible historique des déstabilisations anglo-américaines, j'ai presque envie de dire anglo-américano-israéliennes. Au niveau local, vous avez quoi? Vous avez en Afrique le Mali, le RSA, l'Algérie, Djibouti, et c'est précisément la France-Afrique qui est visée, justement parce qu'elle est historiquement la rivale des anglo-américains, spécialement aujourd'hui en Guinée et au Congo-Brazzaville. L'Éthiopie est un cas spécial, car historiquement c'est un pays d'influence anglaise, mais avec un tropisme communiste à l'époque de Mengistu et aujourd'hui vers la Chine. Donc comme tous les pays dominés par les anglo-américains, elle aimerait en sortir, elle est en tout cas l'objet d'une lutte d'influence. Ça c'est le premier point, c'est que c'est un point commun. Après, il y a les causes principales. Je le dirais en ligne, parce que vous le développez largement à travers vos émissions, c'est l'histoire des matières premières stratégiques, et plus précisément l'histoire de la monopolisation des matières premières stratégiques. Le troisième point, cette monopolisation, elle se fait par qui? Vous avez 500 ans d'histoire du capitalisme pour monopoliser toutes les sources de richesse entre des mains privées. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des firmes multinationales, privées, plus puissantes que les États, qui sont chapeautées par des cartels bancaires. Concrètement, le sujet, et c'est la gravité de ce qui se passe, c'est donc le remplacement des États par des firmes multinationales, mais surtout par les banques. Et cette logique monopoliste des cartels privés surpuissants dans tous les domaines est une logique qu'il faut comprendre comme une conséquence. La conséquence de la confiscation aux États de toutes leurs sources de revenus. Et je comprends actuellement, vous en tant que journaliste, vous en tant que peuple africain et vos dirigeants, cette volonté à ne pas que les États se fassent confisquer toutes leurs sources de revenus, parce que là commence la véritable corruption. Elle n'est pas le fait de l'Afrique et des dirigeants africains, et encore moins de son peuple. C'est-à-dire que l'on reproche aujourd'hui aux chefs d'État africains de l'ancienne France-Afrique leur richesse et le développement de leur nation. Alors qu'en effet, s'ils étaient pauvres, ils seraient faciles à corrompre. Et là, c'est ce que je développerai tout à l'heure dans le sujet qui me concerne et pour lequel j'ai été invité, c'est-à-dire les biens mal acquis. Le but du sujet, c'est de rendre pauvres, donc dociles et corruptibles, les dirigeants africains, tout en ciblant les dirigeants africains les plus expérimentés, comme précisément le président Obiang, le président Sassou Nguesso et la famille Bongo. Voilà donc une très belle précision. En tout cas, je vous rassure qu'en seconde partie de notre émission, on vous déroulera le tapis rouge sur ce dossier spécifique. Merci en tout cas d'être avec nous, Mourad El-Khattab. Nous donnons la parole à présent à Gamal Abina. Gamal Abina, en tant qu'expert d'ailleurs, spécialiste du Maghreb, alors comment vous appréciez le rôle des médias dans cette bataille géopolitique qui voudrait assujettir davantage le continent africain? Alors, je vous remercie pour l'invitation. Pour commencer, comme l'a souligné Tarek Mami, effectivement, nous avons, lui-même étant chef de radio, il connaît la musique, les médias sont le pouvoir. C'est un pouvoir qui a été capable de bousculer les États-Unis à une époque de l'affaire du Watergate, effectivement. Mais ça fait bien longtemps que ces médias maintenant sont aux ordres non seulement du politique, mais surtout ils sont aux ordres de firmes privées. Et j'apprécie beaucoup l'intervention qui vient d'être faite parce qu'on remet au centre du débat le rapport géopolitique et géoéconomique. Comme je le répète tout le temps et je le répéterai systématiquement, on ne fait pas la guerre pour autre chose que pour l'argent. Ces États-là font la guerre ou déstabilisent les États nouvellement dépendants pour des questions économiques essentiellement. Je vais rappeler très rapidement, la décolonisation d'Afrique du Nord a commencé par la guerre d'Algérie évidemment, qui était précédée d'ailleurs par la guerre du Rif. Là aussi, il y avait un sous-jacent économique. Il y avait des matières premières à récupérer des Espagnols dans le nord du Maroc. Mais pour l'Algérie, quand la guerre démarre, c'est une guerre de contrôle total de l'Afrique par un territoire important qui est le pilier de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, qui regorge de richesses au départ, surtout
des richesses agricoles, des minerais de fer et autres richesses basiques. Puis après, le pétrole est découvert en 60. Entre-temps, deux pays sont libérés pour augmenter la pression sur l'Algérie, que sont le Maroc et la Tunisie en 56. Donc ces deux pays ont un faux semblant, enfin un semblant d'indépendance, n'auront pas le même sort funeste des pays d'Afrique subsaharienne contrôlés par la France. Ils ont donc le droit de faire leur monnaie, effectivement, et ont une certaine autonomie économique, très très légère pour tout dire, mais tout de même, on a un sentiment d'une certaine indépendance, au moins sur la question de la monnaie. Et les pays d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique du centre et de l'Ouest, eux, par contre, sont contrôlés par la monnaie, sont contrôlés par ce qu'on appelle un néocolonialisme qui avait été organisé par De Gaulle en 60. Donc, il fait une déclaration générale d'indépendance en plaçant très souvent des caporaux, des gens très peu formés intellectuellement et qui n'ont pas l'esprit d'indépendance du tout puisqu'ils sont les monsieur 10% qui touchent leurs 10% de corruption qu'on connaît habituellement. Donc, effectivement, si aujourd'hui il y a une sorte de levée de bouclier de l'Occident et particulièrement du monde francophone, puisque c'est les Français et les Belges qui sont les plus inquiétés, particulièrement les Français, évidemment, on les voit bien, ils sont au premier abord. Ils vont toujours nous servir la même sérénade de dire que un pays nouvellement qui a retrouvé une forme de dignité avec des dirigeants qui ne sont pas choisis par eux devient une dictature, devient un pays qui prive de liberté de la parole, qui sera un peu plus radical ou totalitaire. On a toutes sortes de qualificatifs pour disqualifier la personne qui arrive au pouvoir, parce que cette personne précisément ne répond plus au principe de corruption généralisée que la France attend de ces monsieur 10%. Donc, eux, en général, quand ils sont sous contrôle, prennent 10% et puis l'argent va finir en Suisse, comme toujours, hein, on ne le retrouve jamais une fois que le dirigeant meurt. Mais le contrôle des richesses, lui, continue. Ce qui explique d'ailleurs très bien pourquoi les Africains, en général, n'ont pas pu développer leur pays. C'est parce que l'objectif de la France et des pays, je parle de la France, mais le monde anglo-saxon participe du même principe, ça n'est pas que ces pays se développent et soient autonomes, mais deviennent des concurrents sur le plan industriel, par exemple. C'est que ces pays continuent à produire de la matière première non transformée, qui permet de revendre des produits après manufacturés en Occident et qu'on revend au prix de l'or à l'Afrique. Je vais parler une fois de la dégradation des termes de l'échange, c'est que vous vendez un produit pas cher, pétrole par exemple, gaz, fer, uranium, et ils vous le revendent au prix de l'or une fois qu'ils l'ont transformé. Donc effectivement, il ne faut jamais perdre de vue deux choses. Si la propagande du quatrième pouvoir aujourd'hui aux ordres des dirigeants, avec la privatisation, c'est vrai, de la plupart des firmes qui sont très importantes et qui ont maintenant quasiment le monopole sur les dirigeants, si cette propagande démarre, ce n'est pas parce qu'ils ont des vertus de démocrates, ça n'est pas vrai, hein, la démocratie en Chine n'existe pas et ça leur pose moins de problèmes. Non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ils le font parce qu'ils se sentent en danger, parce que la concurrence commence à émerger d'autres partenaires qu'on appelle les BRICS, donc la Chine, Inde, Iran, Turquie, qui s'installent au fur et à mesure en Afrique et qui proposent une alternative à cette domination économique, et qu'ils voient bien qu'ils perdent des parts de marché, parce que là, encore une fois, tout est une question d'économie. Donc, effectivement, si la propagande a démarré, c'est parce que la privatisation, il y a beaucoup d'ailleurs, dans tous ces organes de presse, sont tous tenus par maintenant quasiment tous tenus par des zones d'affaires. Ces mêmes zones d'affaires qui évoluent en Afrique. On prend la question de Bolloré, par exemple, qui tient la presse écrite et qui tient une partie de la télévision privée. Bolloré a des contrôles de port en Afrique, et est en difficulté actuellement, mais il n'en demeure pas moins qu'il défendait ses intérêts par ses organes de presse. Eh bien, cette presse aux ordres, maintenant, réagit de façon convulsive parce que, précisément, elle a le sentiment que l'Afrique a pris une direction différente de ce qu'elle subissait jusqu'à présent. C'est pour la raison pour laquelle je dirais ce quatrième pouvoir maintenant n'est plus vraiment une presse objective, mais plutôt une presse de propagande en faveur de ces firmes privées. Très bien. Alors, voilà donc qui est dit Gamal Abina.